Alors, on a une demande croissante et persistante de connaissances de manière générale de la part de musulmans de plus en plus instruits qui ne peuvent pas se contenter de la prédication traditionnelle dans les mosquées, qui est très valable puisqu'elle contribue à la paix. Il suffit de se souvenir des derniers versets que citent les imams dans la deuxième khutbah. C'est une éducation à la paix, contrairement aux accusations médiatiques. Maintenant, on a besoin de culture générale. Le musulman a besoin de connaître, d'abord sur lui-même, sur sa religion, et des connaissances qui ne soient pas que des connaissances religieuses, liées à ce qu'on appelle le l'ulum naqliya. Il y a le l'ulum naqliya et le l'ulum l'aqliya. Et là, on bute sur les carences de l'islam institutionnel qui n'a pas réussi à avoir un début de réponse à cette demande persistante. Et ça, c'est lié à la mise en échec systématique d'une demi-douzaine de projets d'instituts dont les promoteurs voulaient qu'ils se spécialisent pour la connaissance d'abord de l'islam en Europe, de l'islam en général, et pour instruire les jeunes musulmans, depuis qu'on sait que beaucoup de jeunes musulmans vont dans des pays orientaux pour faire les études qu'on ne leur propose toujours pas en France. Et c'est une des sources de ce qu'on appelle la radicalisation. Donc avoir des établissements intramuros, c'est le meilleur moyen de prévenir les dérives qui prennent l'enseignement de la théologie comme prétexte. Et nous savons qu'il y a des enseignements de la théologie qui ne sont pas rénovés, donc ça pose problème pour des États laïcs. On peut le comprendre. On a depuis des décennies les tentatives d'organisation de l'islam en France. Donc ça a donné toutes sortes de conseils, des imams, des conseils qui se veulent représentatifs, mais l'éducation n'a pas été la priorité de ces interlocuteurs de l'État laïque. Donc les gens sont obligés à se débrouiller tout seuls, par les moyens du bord. Donc le premier moyen, c'est d'avoir une bibliographie, c'est de se procurer des livres qui n'étaient pas édités avant, qui sont des livres d'histoire, ou sur l'histoire profane de l'islam, comme civilisation. Pas nécessairement, pas seulement les aqaïd, les faraïd, quelque chose qui tourne autour d'une casuistique tout à fait respectable, mais très insuffisante. Donc on a les maisons d'édition qui s'ouvrent donc à ces sujets, mais cette édition ne peut aller au-delà que s'il y a une recherche derrière, pour exhumer une partie du patrimoine islamique et islamologique francophone et qui était délaissé par la sociologie de politistes sécuritaires qui disent s'occuper de tout l'islam, mais ils ne s'occupent que des mouvements qui font peur et ils font plaisir aux gouvernants qui se rabattent sur le gouvernement par la peur. Ça, c'est une constante depuis des siècles. Vous avez des hommes politiques qui, dans l'incapacité de tenir leurs promesses, se mettent à gouverner par la peur. Et on a ces politistes sécuritaires qui leur fournissent des éléments de langage, au moins. Donc on a besoin d'une concertation. Dans toutes les grandes villes en France, il y a une élite de professeurs dans le secondaire, de chargés de cours dans les universités, de chercheurs au CNRS, de plus en plus nombreux, qui s'intéressent par exemple à l'histoire intellectuelle de l'islam en France. On a tous ceux qui refusent de perpétuer le tout sécuritaire dans la recherche, qui veulent faire progresser la connaissance des intellectuels musulmans en France. On en a une cinquantaine, des poids lourds, qui peuvent servir d'exemple. Et quelle que soit leur adhésion à la modernité, tous ces grands intellectuels n'ont jamais rompu avec l'islam
et n'ont jamais rompu avec le Coran. Certains se sont donné la peine de traduire le Coran, d'écrire sur le Coran, comme Malik Ben Nabi. Mohamed Tazrout a fini sa vie par un manuscrit de traduction du Coran, qui mérite d'être édité si on arrive à le retrouver. Et donc la moralité de l'étude de ces intellectuels musulmans, c'est que ça rend vaine ces sommations des laïcistes à l'intention des musulmans, on les somme de rompre avec l'islam. Or, on a des gens qui ont contribué à la connaissance, dans la philosophie, dans le cadre de la connaissance de la culture allemande. Abderrahman Badawi a traduit du grec, il a vécu 50 ans en France. On a les agrégés comme Merad, Arkoun, Abdelmajid Turki. Je viens de trouver un nouveau, là, quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Mohamed Farid Razi, qui est mort malheureusement à 33 ans, et qui est l'auteur d'une thèse sur Ibn al-Mukhafa de 1957. Or, c'est le seul étudiant à la Sorbonne, très brillant, qui trouvait le moyen de s'intéresser aux travailleurs immigrés. Il est l'auteur d'un manuscrit de 250 pages sur les immigrés, préfacé par Louis Massignon, et que les éditions ouvrières ont refusé de publier. Donc voilà un sujet de recherche. Comment cet érudit qui travaillait avec Bellal, Blacher, et qui a été le précurseur des études sur l'humanisme arabe 10 ans avant Arkoun, qui a travaillé sur Miskawi, lui, il a soutenu sa thèse sur un humaniste musulman et en langue arabe du 8e siècle, c'est-à-dire Ibn al-Mukhafa, et qui s'intéressait aux travailleurs immigrés. Je ne connais pas un deuxième parmi les érudits qui se soit occupé de la sociologie de l'immigration. Et il a eu le pressentiment de l'importance qu'allait avoir l'immigration dans les pays du Maghreb d'abord et pour la société française, parce qu'il a senti que les immigrés allaient rester pour de bon. Il a participé à un concours organisé par la revue Salam Ifriqiya, qui a été publié entre 1947 et 1951 à Alger, par Hamza Boubaker, qui aura été un très mauvais recteur, contesté de tous les côtés, mais c'était quand même un intellectuel qui a demandé aux lecteurs de sa revue d'envoyer leur point de vue sur le statut de la femme en islam. Et Mohamed Farid Razi a répondu de Tunisie. Il a envoyé 250 pages. Il a eu le premier prix, alors qu'il n'a jamais été à Alger. Voilà encore un autre manuscrit qui mérite d'être retrouvé, parce qu'il a envoyé taper à la machine. Donc quelqu'un comme Arkoun a attendu d'être chef de département, d'avoir fait progresser toutes ses études pour s'intéresser à l'islam en France. Or, Mohamed Farid Razi, à 29 ans, il s'occupait du statut de la femme, d'Ibn al-Mukhafa, du roman et de la nouvelle tunisienne, du sud tunisien en arabe dialectal, et des immigrés du droit de la femme. Voilà un personnage qui devrait être cité comme exemple. Il n'y a que Hamidullah qui lui est comparable, du point de vue de l'éclectisme et de la diversité de ses curiosités. Et donc, quelqu'un comme ça doit, comme ce personnage hors du commun, doit faire l'objet de recherche. L'édition ne peut progresser que si elle est alimentée par une recherche en amont. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense que les jeunes musulmans en France qui soutiennent des thèses, qui arrivent dans les universités au CNRS, peuvent contribuer à relancer l'islamologie française qui était la première dans le monde et qui a décliné après la décolonisation et que la sociologie sécuritaire a essayé de tuer définitivement. On a besoin de connaître tout l'islam en tant que civilisation, en tant qu'éthique, et pas seulement en tant que pratique religieuse, de manière à ce que l'islam en France soit un enrichissement
de la culture moderne européenne, au lieu que ce soit un problème, comme on persiste à vouloir le démontrer avec un acharnement, contredit par la réalité de l'islam en France. L'islam en France ne demande qu'à s'intégrer. Il a montré que le public des mosquées, le meilleur remède contre les dérives qui conduisent à la violence, c'est le discours des mosquées de prédication à l'ancienne. C'est déjà une éducation à la paix, et ça a besoin d'être prolongé par un ijtihad qui aille au-delà, qui accepte tous les débats, parce que tous les gens qui interpellent les musulmans en leur absence, si on leur fait découvrir Ismaël Urbain ou Christian Cherfi, ils seraient obligés de les lire pendant 6 mois et de s'abstenir de commentaires. On va voir s'ils sont capables d'atteindre le niveau de ces deux précurseurs des intellectuels musulmans en France. Et donc ça suppose plusieurs problèmes résolus, qu'on souhaite que les grandes mosquées daignent s'intéresser à la culture et ne se contentent pas d'agiter des sigles, l'Institut musulman de la culture ou de la civilisation, alors qu'il y a un très bel immeuble, mais rien d'autre. Et donc il faut interpeller de manière civilisée ces grands responsables d'institutions musulmanes, mais qui sont paralysés, qui n'ont rien fait pour répondre à cette demande croissante. Donc il faut mutualiser les efforts par un réseau, grâce aux réseaux sociaux, entre les diverses villes, les grandes villes de province, de manière à ce qu'il y ait des échanges, au moins entre les grands centres où il y a des archives, il y a de grandes bibliothèques. On peut s'intéresser au moins aux universités qui font partie de ce qu'on appelle l'IFI, l'Institut français d'islamologie. On a Aix-en-Provence, Lyon, Paris et Strasbourg. On souhaite que ça fonctionne un jour, mais sans attendre les résultats des travaux de cette nouvelle institution. Les musulmans doivent se débrouiller tout seuls, peuvent traduire, par exemple, le meilleur moyen de répliquer à ces répétitions sur le Coran des historiens et la chaire du Collège de France qui nous dit que le Coran est faux. Le meilleur moyen, c'est de leur traduire Baqillani, par exemple, l'I'jaz de Baqillani, le Tamhid ou l'Insaf. Baqillani, c'est à étudier, ou une étude des Mufradat, Gharib al-Qur'an, de l'arabe al-Asfahani. C'est aux musulmans de relancer les études sur le Coran pour montrer la part d'idéologie, même de propagande, dans ces discours qui viennent malheureusement de la Sorbonne, qui nous a habitués à un peu plus d'impartialité. Et pour les musulmans qui risquent d'être ébranlés par cette argumentation pseudo-savante, parce que le Coran des historiens, il faut dire les choses brutalement, c'est une propagande chiite enrobée dans un discours de social science, de linguistique et tout, mais c'est les assauts à caractère polémique contre ce qu'on appelle Coran al-Athman, qui sont repris dans un langage différent et trompeur. Et le meilleur moyen, c'est de multiplier les études. Comme ça, le meilleur Baqillani doit arriver en tête. Notamment, le dernier livre de Baqillani, c'est l'Insaf, le Tamhid. Et celui qui est le dernier orientaliste, j'espère qu'il est toujours en vie, avoir étudié ça, qui mérite le respect, que les musulmans le recherchent, s'il est encore en vie, c'est Gimaré. Daniel Gimaré, c'est celui qui a étudié le plus. Malheureusement, pour des raisons de santé, il s'est retiré. Et c'est aux jeunes musulmans de poursuivre. Malheureusement, l'école pratique des hautes études a essayé, mais elle s'est engouffrée que dans les études sur le soufisme, qui sont respectables, mais qui ne suffisent pas. Le soufisme n'est pas une autre religion, c'est une partie de l'islam.
Et donc tous les autres aspects de la culture islamique méritent d'être étudiés, mais par un esprit de recherche, pas par des répétitions. Et donc sur la longue durée, il y a moyen de sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve, mais à condition que les musulmans découvrent qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont isolés dans des villes de province, ils ne savent pas qu'ils ont des frères, des collègues dans les autres villes. S'ils mutualisent leurs efforts, on peut progresser de manière à répondre à cette demande croissante et persistante de connaissances sur l'islam, et en se conformant à la phrase de Malik bin Nabi qui dit « il faut connaître pour se connaître et si possible se faire connaître ».